Bien, bonjour, Gérard Raymond. Vous Bonjour. êtes le président de l'association de France Asso Santé, qui est une fédération c'est la fédération d'associations de patients. Plus que ça. Plus que ça. D'usagers de la santé. D'usagers de la santé, d'accord, en général. Donc vous êtes présidente de France Asso Santé depuis juin 2019 et auparavant vous étiez président de la Fédération française des diabétiques de 2015 à 2019, je ne me trompe pas? Oui, c'est ça. C'est à peu près ça. Quand on aime, on ne compte pas. Ok, alors vous essuyez ici les plâtres des plateaux télé des PSAD qui nous amèneront à interviewer des économistes, des politiques, des syndicalistes et donc le représentant d'associations que vous êtes. Je voulais et puis j'accueille aussi le docteur Louis Champion, qui est président de la FEDEPSAD. Bonjour. Et qui interviendra en commentaire de vos propos, si vous êtes d'accord. Merci. Voilà. Alors, je voulais d'abord avoir votre réaction sur un sondage qui a été fait par la FEDEPSAD et l'UPSADI, un sondage Opinionway à l'occasion de ce Salon Santexpo 2024. Dans lesquels on se rend compte que l'appréciation favorable des personnes qui ont bénéficié des prestations de santé à domicile est très très élevée, puisqu'on est entre de la disponibilité à la sécurité, on est entre de 78% à 90% d'appréciation favorable. Et puis quand on demande aux Français de se projeter sur leur fin de vie, sur le traitement d'une maladie chronique ou sur des suites post-opératoires, on s'aperçoit aussi que la solution de la prestation à domicile est très souvent évoquée entre 60% et 80%. Voilà, je voulais avoir votre réaction là-dessus, ça vous surprend? Non, pas du tout. Je pense que le thème de ce salon Santé Expo, c'est construire le système de santé pour demain. Si on veut construire un système de santé pour demain, il faut demander à nos concitoyens ce qu'ils veulent. Et nous constatons tous effectivement qu'aujourd'hui, l'évolution de notre système de santé, de notre société, fait que chacun d'entre nous voulons être soignés à domicile, vivre le plus longtemps auprès des nôtres, vivre dans notre cœur de situation de vie, et c'est-à-dire rester à domicile. Et nous devons donc bâtir un nouveau système de santé et de soins répondant à cette volonté-là aujourd'hui. Je ne suis pas surpris effectivement que l'ensemble de nos concitoyens, puisque nous aussi, avec nos associations membres, nous constatons tous les jours cette volonté de cet aller vers, que l'ensemble du système, les professionnels de santé qui composent ce système-là, viennent plutôt à notre rencontre que l'inverse, que ce soit les patients qui aillent à la rencontre des professionnels de santé. Pour des actes techniques, je le comprends, mais pour le soin, pour l'accompagnement, pour tout ce qui est la santé, le parcours et autres, nous considérons qu'effectivement, il faut renverser ce système de santé et faire en sorte que ce soit les professionnels qui viennent auprès de chez nous, alors, y compris pour la fin de vie, qui est un autre sujet, mais qui est un sujet extrêmement important, effectivement, pour l'ensemble de nos concitoyens. Oui, on en parle beaucoup actuellement. Bien sûr. D'accord. Ok. Et vous pensez qu'aujourd'hui, l'offre est suffisante en matière de fin de vie? Et aujourd'hui, ce que nous devons, donc si nous voulons répondre à ce besoin de nos concitoyens, nous devons effectivement activer l'ensemble des acteurs qui sont aujourd'hui en compétence pour pouvoir aller vers. Et effectivement, ici, au sein des PSAD, des prestataires en santé, vous êtes un des acteurs qui peut effectivement venir au plus près de chacun d'entre nous, nous apporter expertise, compétences, soutien, accompagnement. Et donc, il est regrettable aujourd'hui de confronter l'ensemble des acteurs les uns par rapport aux autres, alors que nous avons besoin plutôt de coordination, de cohérence. Il y a, entre guillemets, du travail pour tous, chacun apportant sa compétence et son expertise. C'est plutôt dans une véritable coordination pour répondre aux besoins populationnels que nous avons à avoir et pas simplement un peu de corporatisme et d'opposition des uns par rapport aux autres. Donc ce que nous disons, nous, association d'usagers de la santé et particulièrement association de patients,
C'est qu'effectivement, nous avons besoin aujourd'hui de tous les acteurs, publics, privés, peu importe le statut, pour pouvoir effectivement transformer ce système de santé et mieux répondre à nos besoins populationnels. D'accord. Aujourd'hui, la coordination entre ces acteurs, elle est suffisante? Non, absolument pas. Cette coordination n'est pas suffisante. On a un système qui est extrêmement cloisonné. On a plutôt, je dirais même, de la compétition les uns par rapport aux autres. Et donc on voit bien, quand on parle de délégation de tâches, on voit bien qu'on a l'impression qu'on a quelqu'un qui détient le pouvoir et qui délègue des tâches comme ça à des tâcherons. Et toi tu feras ça ce matin, toi tu feras ça ceci. Non, ce n'est pas du tout comme ça. C'est du partage de compétences. On s'enrichit mutuellement, chaque acteur a sa compétence. Donc il faut voir l'organisation collective aujourd'hui de la réponse à nos besoins. Il faut la concevoir avec une véritable coordination et un partage de compétences. Donc il y a là toute une éducation à refaire, toute une vision à avoir, nouvelle. Et effectivement, derrière toute cette transformation systémique du système de santé pour travailler en équipe, une équipe traitante avec des véritables collaborateurs qui partagent les données autour du patient ou avec ce patient, il y a aussi effectivement un modèle économique qui est à remettre en place, bien entendu. D'accord. Et ce serait quoi aujourd'hui les revendications des usagers de la santé que vous représentez en matière de développement de la PS? Nous, ce que nous disons, nous le disons, sur chaque territoire, il nous faut effectivement une offre qui réponde à nos besoins. Et nous considérons qu'effectivement, quand on parle de déserts médicaux, etc., on regarde simplement effectivement le médecin. Nous disons l'offre de soins ne doit pas simplement se résumer à un médecin. Il y a bien d'autres professionnels de santé qui peuvent se mobiliser pour répondre à nos besoins quotidiens. Et effectivement, le médecin venant en plus, en équipe et autres. Donc c'est une véritable... Ce que nous réclamons, nous, c'est cette équipe traitante composée de l'ensemble des acteurs sur un territoire qui n'a même pas une patientèle ou une clientèle, mais qui devrait avoir une responsabilité populationnelle sur le territoire. Ça fait partie effectivement aussi des missions de santé publique des professionnels de santé. D'accord. Une réaction peut-être, Louis Champion, sur évidemment, cette analyse? Je peux que souscrire à l'analyse de Gérard Raymond. Juste pour dimensionner, l'EPSAD prennent en charge 3 500 000 patients à domicile et couvrent l'ensemble du territoire. Donc le sujet des déserts médicaux, effectivement, l'EPSAD apporte une solution. L'EPSAD travaille à domicile avec les professionnels de santé des territoires. Donc en fait, on est exactement dans cette espèce de coordination, de travail collaboratif entre les professionnels de santé des territoires, les professionnels de santé des établissements et vers les patients. Et le fait que les patients aient ce niveau de satisfaction auprès des PSAD, ça reflète le fait que quand ça marche, les patients approuvent. Et l'autre point que je voudrais vous faire valoir, c'est que c'est un système qui est économiquement très performant. Donc en fait, on peut faire des gains de santé, on peut suivre l'évolution croissante de la demande de santé en faisant des gains de productivité et une médecine de qualité. D'accord. Il faut arrêter de nous bassiner matin, midi et soir que la santé coûte cher, que ça a un coût, etc. C'est un formidable levier de développement économique. Mais regardez, mettez tous ces gens-là au chômage, donc vous verrez bien si notre PIB continuera à progresser. Donc je pense qu'il faut arrêter de dire que la santé ça coûte cher. Avec 12% du PIB aujourd'hui, notre système de santé doit devenir beaucoup plus performant, beaucoup plus efficient. C'est là où il faut que nous travaillions. Il faut travailler sur cette coordination de l'ensemble des acteurs, sur ce partage de compétences que chacun peut apporter pour le mieux de l'état de santé de notre population. Quand certains auront compris ça, ça ira beaucoup mieux. Et effectivement, certaines... Aujourd'hui, revendications corporatistes, et on n'est pas loin de l'assurance maladie, donc on pourrait en parler. Ils sont juste à côté. Oui, c'est juste derrière. Donc voilà, nous considérons, nous, que ces négociations dites conventionnelles ne sont dans notre siècle, ne répondent plus aujourd'hui aux besoins populationnels qu'il faut mettre en place. Nous préférons effectivement
les maisons de santé pluriprofessionnelles, la coordination des acteurs, les parcours, certains appellent ça forfait, mais voilà, à la capitalisation, avec effectivement des critères d'évaluation et de participation de l'ensemble des acteurs, y compris du patient lui-même. D'accord. Je voulais revenir à la question du diabète que vous connaissez bien. À propos du remboursement de l'insulinothérapie en boucle semi-fermée, donc on en parle, c'est un sujet dont on parle beaucoup actuellement, et je sais qu'au départ France Asso Santé et peut-être la Fédération française des diabétiques jugeaient un peu restrictif le fait que ce soit réservé à des patients diabétiques de type 1 sévères. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Oui, je pense que de toute façon, je crois qu'il faut faire très attention sur ces innovations qui sont des innovations de rupture. Et que si nous voulons que ça marche, il faut effectivement cibler relativement les populations pour qu'on ait un vrai progrès scientifique et un vrai progrès de qualité. Et donc sur ces innovations de rupture que sont les boucles fermées, on avait besoin d'une population relativement avertie, jeune, connaissant sa maladie, sachant parfaitement bien s'autogérer et comprenant. Donc, dans un premier temps, on avait besoin d'expérimenter ces nouvelles technologies avec des populations, des patients relativement avertis. Aujourd'hui, me semble-t-il, compte tenu des résultats, nous devons avoir une vision beaucoup plus ouverte, progresser dans l'accompagnement, dans l'éducation effectivement de l'ensemble de nos concitoyens pour qu'ils puissent avoir accès à ces nouvelles technologies. Et là encore aussi, alors les moyens modernes de communication, mais aussi effectivement les PSAD qui sont partie prenante dans le développement des pompes à insuline et des boucles fermées, ont un rôle éminemment important à jouer dans l'éducation, l'accompagnement, le suivi, comment effectivement rassurer le patient, le suivre soit à distance, soit en présentiel. Il y a toute forme aujourd'hui d'accompagnement pour pouvoir permettre à l'ensemble de nos concitoyens à avoir accès à ces nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies permettent de faire des gains. Et ça, il faut expliquer peut-être à certains que si au départ il y a un investissement effectivement sur les nouvelles technologies, elles permettent à terme de réduire énormément les complications du haut diabète qui coûtent cher, mais aussi d'améliorer d'une façon extrêmement forte la qualité de vie des patients. Et ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des personnes en tête de diabète qui vivent leur vie de citoyen à part entière, leur projet de vie à part entière, avec ces nouveaux dispositifs. Et donc pour nous, c'est extrêmement important parce qu'on en fait des citoyens à part entière. Ils peuvent travailler, ils n'ont pas d'arrêt de travail, ils vont moins souvent aller voir leur spécialiste à l'hôpital, il faut moins d'arrêt de travail, ils ne développent pas des complications et à terme, effectivement, ces nouvelles technologies permettent d'avoir un coût global du diabète beaucoup moins important. D'accord. Une réaction, Louis Champion, c'est aussi un vrai souci pour vos fédérations, ça. Je peux évidemment que suivre ce qui vient d'être dit. Le métier des PSAD, c'est de permettre à des patients qui ont des pathologies chroniques de vivre avec leur pathologie et de bénéficier de traitements. Donc la diffusion d'innovation, comme dans le cas du diabète, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce que vient de dire Gérard est évident. Il y a une phase d'apprentissage et une fois qu'on a appris, on décline ce qu'on a appris en solution pérenne pour en avoir tous les bénéfices. Il ne faut pas voir la technologie d'un point de vue de solutionnisme, il faut voir la technologie comme une solution de long terme pour les patients. La réduction des complications du diabète, c'est quand même un vrai sujet, et permettre aux diabétiques, notamment aux jeunes, il faut voir que le diabète c'est une pathologie de type 1, de plus en plus les jeunes, d'avoir une vie pleine et entière, c'est quelque chose d'extrêmement important. Moi, le thème qualité de vie, je suis toujours un peu méfiant, c'est d'avoir une vraie vie. Ouais, c'est quand même ça, c'est de ne pas vivre à travers sa maladie. Et là, l'innovation doit aider. Donc, il y a des débats qui sont un peu surréalistes. Et donc, il faut avoir une vision d'un... Le patient, il vit chez lui, il vit à domicile. En fait, c'est là où se trouve sa vraie vie. Elle ne se trouve pas à l'hôpital, attention. Et dans les pathologies chroniques, c'est très important. Et donc, il faut avoir cette vision un peu tempérée et être dans la mesure. D'accord. Le traitement... L'équipe traitante avec le patient doit s'adapter au projet de vie du patient. Donc on est dans l'écoute.
il y a encore quelques années, enfin ça s'éloigne, ça fait plus de 20 ans, j'étais marathonnier. Je courais entre 80 et 100 km par semaine. Ça ne se voit plus, mais bon, voilà. Mais c'était exact. Et donc, mon traitement et mon équipe traitante devaient s'adapter à ça, c'est sûr. Et c'est ça, cela qu'il faut faire. Ce n'est pas le patient qui s'adapte au traitement, c'est le traitement qui doit s'adapter au patient pour que je puisse réaliser mon projet de vie. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, ces nouvelles technologies doivent me permettre à chacun d'entre nous de pouvoir nous exprimer comme devrait s'établir. Ce qu'on appelle la qualité de vie, je suis d'accord, qualité de vie, chacun a sa propre qualité de vie, a son propre projet de vie, il faut qu'il puisse le réaliser, que ce soit professionnellement, que ce soit socialement, etc. etc. Donc, c'est ça qui est important aujourd'hui. Et particulièrement dans le diabète avec ces nouvelles innovations, mais il y a d'autres pathologies aussi, où l'on peut parfaitement bien, grâce à l'accompagnement d'une équipe, permettre à chacun d'entre nous de vivre pleinement sa vie de citoyen. D'accord. Et puis je profite de votre présence pour avoir votre sentiment sur quelles leçons est-ce qu'on peut tirer de l'affaire Philips. Donc sur lesquels les PSAD ont été pas mal mis à contribution. Donc en résumé, c'était ces mousses de qualité insuffisante qui pouvaient se révéler toxiques pour le patient et qu'il a fallu... oui, enfin écoutez, pour ce que j'en sais, mais je pense que je ne serai pas démenti, c'est Philips lui-même qui a dit, nous constatons, enfin une étude montre que... Donc c'est eux qui ont sorti le problème. Bien, je considère qu'effectivement, quand un industriel, et c'était à ce moment-là tout à l'honneur de Philips, de dire on constate qu'il y a un risque, donc on prend nos propres responsabilités. Si ce n'est qu'après cette annonce-là, Philips n'a pas fait le minimum du nécessaire. C'est-à-dire qu'il fallait qu'effectivement, il puisse mettre à disposition des nouveaux dispositifs pour pouvoir les remplacer. Il a créé une tension, il a créé une peur, il a créé une inquiétude chez les patients qui effectivement s'est reporté sur les prestataires en santé et nous avons eu droit effectivement à une vraie crise sanitaire qui est montée jusqu'à l'Agence nationale santé. Et voilà, donc on voit bien que quand un industriel ou qu'on a une remontée de pharmacovigilance sur un point critique, il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités et faire en sorte qu'effectivement, si on a un problème, il faut avoir la capacité de pouvoir le résoudre rapidement et de ne pas laisser des milliers et des milliers de personnes dans l'inquiétude et de créer ces tensions-là. J'accuse donc Philips d'avoir soulevé un problème et de ne pas avoir su apporter une réponse adaptée effectivement à la résolution de ce problème-là. Une réflexion là-dessus, Louis Champion. Alors, je vais un peu me désolidariser de mon voisin là-dessus, évidemment. Moi, je vois, il y a deux aspects. Il y a un aspect positif, c'est-à-dire que vous avez une régulation en France qui permet que quand il y a un problème de matériaux-vigilance, le problème soit traité. Ça, c'est indubitable. Vous avez des sociétés savantes qui prennent position et qui font leur job. Et vous avez des PSAD qui permettent une traçabilité du problème jusqu'au domicile du patient. Donc on n'est pas perdu, on sait exactement quel patient a un problème et comment on va le gérer avec son médecin. Donc tout ce système marche. Là où vous avez un problème, c'est que quand vos fournisseurs sont très peu nombreux, sur un marché qui est très volumique, et là on parle de l'apnée du sommeil, bah évidemment, quand un des fournisseurs du marché est défaillant, ce qui est le cas, et ce qui peut arriver à tout industriel, je veux dire, un fournisseur majeur. Hein. Oui, un fournisseur majeur. Ben, évidemment, votre marché et la demande est complètement déséquilibrée. Donc il faut avoir un nombre de fournisseurs plus équilibré pour réduire ce risque médical. Je dis, mon raisonnement, il est simple, enfin, c'est cogné au coin du bon sens. Je pense que personne ne peut s'opposer à ça. Là, vous avez un nombre très réduit de fournisseurs et donc une crise mondiale, poum. Vous êtes en France, vous n'êtes pas le marché leader, vous passez après les autres. Hein. D'accord. Oui, non, mais nos propos sont complémentaires. Pas de souci. Enfin, la crise est venue du producteur, de l'industriel. Ouais. D'accord. Et puis, je voulais aussi avoir votre avis sur ce quatrième chantier du reste à charge zéro. Le reste à charge zéro, donc il y a eu des réalisations en matière de dentaire, d'optique et d'audition. Et la dernière marche concerne les VPH, les véhicules pour personnes handicapées.
Est-ce que vous pensez qu'on va arriver aujourd'hui à quelque chose d'acceptable pour les patients Ah, nous l'espérons évidemment, mais je pense que cette mesure sociale Oui. de reste à charge zéro dans le premier mandat de Macron a été une mesure sociale extraordinaire qui est passée sous les radars pour bien d'autres raisons. Mais en fait, il y avait bien longtemps qu'on n'avait pas apporté une mesure sociale aussi importante que ça. Et l'assurance maladie, le directeur d'alors, que je fréquentais régulièrement, on a eu beaucoup de discussions là-dessus, sur ce reste à charge zéro. Et ce reste à charge zéro avait quand même une offre pertinente, pas ouais, quelque chose bien sûr, bien de sûr. bas prix. Que ce soit C'est pas sur du le bas de gamme, non. que ce soit pas de bas de C'est pas gamme, du bas de gamme. que ce soit sur le dentaire ou sur l'optique, c'est quand même quelque chose qui permet de pouvoir bien vivre. Il faut aujourd'hui élargir ce reste à charge zéro. Et cette volonté d'aller plus loin, et particulièrement sur le handicap, pour les fauteuils et autres, c'est une bonne démarche, sauf qu'il ne faut pas la prendre, encore une fois de plus, du côté du financement. Il faut regarder ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quels sont les besoins du patient. Un patient handicapé n'a pas les mêmes besoins qu'un autre patient handicapé. Donc il faut que l'on vérifie effectivement, que la solidarité nationale vérifie le véritable besoin du patient. On ne peut pas mettre un prix et en disant, écoutez, votre fauteuil, il est à ce prix-là, et puis vous ne pourrez pas aller plus haut, ou si vous voulez aller plus haut, il vous faudra le financer vous-même. Je pense que certaines personnes ont besoin de matériel pour pouvoir bien vivre leur vie et leur projet de vie à un niveau, d'autres ont besoin d'un peu plus, d'autres ont besoin d'un peu moins. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut que l'on réfléchisse. Effectivement, répondre aux besoins d'une façon collective, dans une véritable écoute, de bienveillance et pour avancer. Mais encore une fois, ce reste à charge zéro pour des personnes qui sont atteintes d'un handicap, et parfois un handicap lourd, nous paraît aujourd'hui être une mesure sociale extrêmement indispensable. Sur des matériels souvent très coûteux. Hein. Sur du matériel très coûteux, mais parce qu'ils en ont besoin. C'est pas encore une fois, si le matériel est coûteux, c'est parce qu'ils ont besoin de ce matériel coûteux pour pouvoir avoir un minimum d'autonomie, un minimum de vie. Encore une fois, donc il faut savoir ce qu'on veut. Et si on veut effectivement aider chacun d'entre nous en fonction de ses besoins, eh bien, il faut qu'on réfléchisse sur ces besoins-là. Ça fait partie de cette évolution sociétale que nous souhaitons, ce renforcement effectivement de solidarité générationnelle et d'un système beaucoup plus encore solidaire et humaniste. D'accord. Alors Madame Vautrin s'est engagée à ce que l'enveloppe soit plus importante le mois dernier, je crois, alors que ce qui était prévu. Ça vous paraît Ben oui, je pense que dans la bonne direction. Au départ, l'enveloppe doit être plus importante, mais encore une fois de plus, ce n'est pas une question d'enveloppe. C'est une question de répondre à des besoins des personnes. Et donc, effectivement, c'est comme cela qu'on arrivera à progresser. Et aussi, quand on me parle de responsabiliser les patients, ce n'est pas leur faisant payer plus, ce n'est pas leur mettant un forfait supplémentaire, une franchise supplémentaire, 5 € parce qu'ils ne seront pas allés à la consultation avec les fameuses consultations. L'appel, c'est pas comme ça. Mais c'est en les écoutant et en leur demandant leurs besoins et en essayant effectivement, par un dialogue constructif et bienveillant, de répondre à ces besoins-là. D'accord. Louis Champion, vous avez un certain nombre de vos adhérents qui sont concernés par ce dossier. Le dossier VPH est un dossier qui est extrêmement compliqué, qui met tout le secteur en santé. Alors évidemment, le reste à charge zéro est une avancée absolument colossale, d'une manière surprenante, qui est assez peu présente dans le discours politique. C'est très très curieux. Donc j'ai du mal à voir ça. L'engagement sur le VPH aux côtés des handicapés, c'est évidemment un engagement sociétal majeur. Ça a un coût. Alors, le discours de responsabilité de l'ensemble des acteurs, qu'on comprend parfaitement, vient un peu polluer cette histoire sur le VPH, alors qu'en réalité, c'est assez disjoint. Il y a quand même une vérité qui est forte, c'est que chaque patient est différent. Et on ne peut pas réduire cette différence d'une manière systématique. Il faut l'entendre, il faut l'écouter. Et paradoxalement, c'est quand on l'entend
qu'on répond de la manière la plus adaptée et qu'on a moins d'attitude de détournement, de contournement. Donc il y a une espèce de réalisme à avoir qui n'est pas toujours le cas. J'ai bon espoir qu'on converge. J'ai eu beaucoup de tensions. Je pense que la voie du dialogue est rétablie. On va voir. D'accord. Merci. Alors, le mot de la fin, Gérard Raymond, on a parlé de ces spécificités françaises que sont le développement des prestataires à domicile. Il faut continuer comme ça? Bah écoutez, je vous l'ai dit au début de notre discussion, on a besoin aujourd'hui de tout le monde. Et on va pas supprimer un acteur alors qu'on en manque partout. Et donc cette spécificité française a apporté un plus et a démontré, et les patients le démontrent, son utilité, son expertise et dans le cadre du système de santé. Mais continuons à nous appuyer sur cette expertise-là pour aller vers et apporter effectivement cet accompagnement et ce suivi au plus près des gens, au plus près de leur lieu de vie. Merci beaucoup Gérard Raymond, merci Louis Champion. Yeah.